T'as vu la conférence d'Elon Musk là avec tous ses robots? Ouais, j'ai vu. Ouais, bah moi ça me fout les jetons. On dirait que c'est bientôt la fin du monde. Hein. C'est clair. Franchement, j'en viens presque à regretter l'époque où on avait plus peur d'un soulèvement de singes que de robots, quoi. Des singes? Ouais. Attends. Tu veux dire ça là? Tu connais Pierre Boulle, le footballeur? Mais il y a aucun footballeur qui s'appelle comme ça. Ah. Bon. Laisse-moi t'expliquer. Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette première vidéo d'analyse, et pas des moindres puisque je vais vous parler de l'une des plus grandes sagas d'anticipation du cinéma, j'ai nommé La planète des singes. Je ne veux pas croire qu'il n'y ait pas dans l'univers quelque chose de mieux que nos bipèdes humains. Je veux trouver. C'est Charlton Heston qui parle. Envoie un dernier message. Dis à la Terre que nous avons atteint notre but. Le monde inconnu qu'il découvre dans l'espace défie tout ce que l'esprit peut concevoir. Une planète où les êtres supérieurs sont les singes. La planète des singes est avant tout un livre sorti en 1963 et écrit par le romancier français Pierre Boulle. Et Bill? Non? L'idée lui fut revenue alors qu'il se promenait dans un zoo et qu'il observait la cage des gorilles. Il s'est alors demandé ce qui se passerait s'il échangeait sa place avec celle du primate. Le livre devient rapidement un succès et est adapté dans de nombreuses langues à l'international. Il pensait alors que son livre ne pourrait jamais être adapté en film sans être ridicule. Sauf que son agent littéraire, Alain Bernheim, rencontre en 1963 le producteur américain Arthur P. Jacobs qui est à la recherche de romans à adapter en film. Jacobs dira à Bernheim qu'il regrette de ne pas avoir pu produire King Kong, ce qui donne l'idée à l'agent de Pierre Boulle de lui proposer La planète des singes. Bon, par contre, je vous préviens, c'est une analyse, donc je vais devoir analyser. Non. Ouais. Donc ça veut dire que je vais devoir vous spoiler. Oh bah merde alors. Je vous conseille donc d'aller voir le film et de retourner sur la vidéo ensuite. Le film met donc en scène Taylor, Dodge, London et Carol, 4 spationautes volant à la vitesse de la lumière en direction d'une planète habitable pour l'humanité. Le fait de voyager à la vitesse de la lumière leur permet, selon la théorie de la relativité, de faire en un an seulement un voyage de plusieurs centaines d'années. S'ensuit alors le générique du film, qui est l'un des plus angoissants que j'ai pu voir. Ici, le spectateur est dans l'espace, un endroit que l'on ne peut pas vraiment visualiser comme on ne le connaît pas. On se sent donc perdu. Mais ce n'est pas tout. En effet, la musique, lente, angoissante, lourde, apporte une atmosphère oppressante qui vient donner un sentiment de claustrophobie au spectateur. L'idée, c'est de faire en sorte que nous soyons constamment en stress et sur le qui-vive, comme si une menace allait surgir de l'espace. Et bien que la menace ne se manifeste que plus tard dans le film, on nous prépare déjà à la suite. Après un amérissage forcé, Taylor réveille ses camarades. Mais Carol, dont la capsule a souffert d'une fuite, est désormais morte et momifiée. Il est en train de couler. S'enfonce. S'enfonce. Oui, bah ça va, on a compris. On a compris, le ciel est bleu, l'eau est transparente, le vaisseau va couler, on va certainement tous crever. T'as vu, moi aussi je suis perspicace. Putain. Taylor a heureusement eu le temps de regarder le tableau de bord et comprend qu'ils ont voyagé pendant 2000 ans. La question n'est pas tellement de savoir où nous sommes, de savoir quand nous sommes. Bah non, on s'en tape de savoir quand on est. Bah, connaître la date. Ouais, ça d'accord, mais ce serait pas vachement plus intéressant de savoir si on est arrivé au bon endroit quand même là? Mais vous êtes tous les deux débiles ou bien... Ce sont donc les 3 derniers survivants qui partent explorer cette planète. Touche une trousse médicale, une caméra TX9 et assez de nourriture et d'eau pour 3 jours. Bon les gars, j'ai vérifié, il nous reste 3 jours de nourriture. Donc si on rationne correctement, qu'on fait attention à ce qu'on mange, on devrait être capable de tenir 1 à 2 journées de plus. Donc le plus important, c'est véritablement de faire attention à ce qu'on mange. Ah, excuse-moi, t'en voulais. Ah, attends, il doit me rester une pomme. Ah bah non, je l'ai mangée.
Peu de temps après, on constate que Dodge est en train de placer un drapeau des États-Unis afin de revendiquer la planète. Il s'agit là d'un point très important à 2 niveaux. Premièrement, c'est une critique de l'homme qui se revendique propriétaire d'un pays juste en plantant un bout de bois. Cela met en avant la futilité des conquêtes et l'absurdité de l'acte en lui-même. Et cette absurdité est présentée dans le film à travers le long rire de Taylor. De plus, sa réaction est d'autant plus ironique qu'elle prendra un tout autre sens à la fin du film. C'est donc ici un acte très important pour une autre raison que j'évoquerai plus tard dans la vidéo. Un point selon moi important, c'est le fait que lors de leur voyage à travers le désert, ils semblent constamment surveillés, et cette impression nous est donnée à travers des plans de caméra qui nous font penser à une caméra subjective. La caméra subjective, c'est une manière de filmer une scène en positionnant la caméra comme sujet de l'action, c'est-à-dire que le point de vue offert par la caméra correspond à celui d'une personne faisant partie de la scène. Et ce qui nous confirme qu'il s'agit bien d'une caméra subjective, c'est le fait que juste avant de quitter les terres désolées, on puisse apercevoir les ombres de leurs poursuivants. Cette traversée du désert, dans son style, fait penser à La planète sauvage de René Laloux, un film d'animation qui met également en évidence l'incompatibilité entre deux peuples, avec l'un qui persécute l'autre. Il se retrouve rapidement nez à nez avec d'autres humains qui semblent peu évoluer et dont fait partie Nova, une ravissante jeune femme. Soudain, un son effroyable se fait entendre. Taylor et les autres commencent à fuir une menace invisible, car la volonté du réalisateur est bien de nous obliger à imaginer qui peuvent être leurs assaillants. Et on se rend vite compte qu'il s'agit de gorilles anthropomorphes. Anthropomorphe, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quelque chose qui a la forme ou l'apparence humaine. Pour vous citer un exemple, on peut parler de toute la clique Disney avec Donald Duck, Mickey Mouse ou même encore le lapin blanc dans Alice au Pays des Merveilles. Et cet épisode de la chasse, il est extrêmement important. Dans un premier temps, c'est le moment où tout bascule. Taylor et ses coéquipiers comprennent que sur cette planète, ils ne sont plus les chasseurs mais les chassés, ce qui fait écho avec une réplique entendue quelques instants plus tôt. Eh bien, vous qui cherchez une race de surhommes, vous ne devrez pas être pessimiste, Landon. Nous avons de la chance. S'ils ne sont pas plus agressifs que ça, dans moins de 6 mois, nous sommes les maîtres de cette planète. Ici encore, c'est une référence à une humanité arrogante qui, à peine arrivée sur cette nouvelle planète, pense non pas à partager son savoir et en apprendre plus par la même occasion, mais bien à la conquérir. Dans un second temps, la grande force de cette scène, c'est bien entendu la place de l'homme, ici relégué au rang de simple bétail. Vous vous êtes déjà demandé ce que pouvait ressentir un renard lors d'une chasse à courre? Moi non plus. Et pourtant, le film a décidé de nous obliger à nous poser la question. Et ceux qui se prenaient pour les maîtres du monde il y a encore quelques instants se rendent compte qu'ils sont en train de vivre le début d'un véritable cauchemar. Allons, un petit sourire. Ces gorilles donc tuent Dodge et capturent Taylor et Landon. Taylor se prend malheureusement une balle de fusil qui lui transperce la gorge et va l'empêcher de parler pendant un long moment. Ils sont ramenés dans le village des singes et ils découvrent avec horreur le traitement que réservent les singes aux humains. Taylor fait la rencontre de Zira, une femelle chimpanzé qui étudie le comportement animal et qui donc est logiquement fascinée par le cas de cet humain étrange qui tente de parler. Ici, nous pouvons apercevoir une autre facette de l'humanité, avec la maltraitance animale. Et plus précisément, le film met en avant les diverses expériences, ou plutôt les diverses tortures que subissent ces animaux afin de les comprendre. Mais elle est vite confrontée à un problème de taille en la personne du docteur Zaius, un orang-outan, ministre des sciences et défenseur en chef de la loi simiesque, qui réfute toutes les théories de Zira. Regardez, il bouge ses doigts. Simplement parce qu'il vous a vu bouger les vôtres. Oh, mais il a peut-être compris. Sottise, l'homme est incapable de comprendre. Tout au plus arrive-t-on à leur apprendre quelques tours faciles, mais c'est tout. Je crains de ne pas pouvoir être d'accord, Excellence. Mais elle continue tout de même de s'intéresser à Taylor et essaye de le forcer à la reproduction en le mettant dans la même cage que Nova. Ici, ce qui est intéressant, ce sont surtout les réactions de Zira et de son cobaye. En effet, Taylor comprend vite que la présence de Nova implique qu'il se reproduise avec elle, et son visage nous donne un bel indice sur ce qu'il pense de la tournure des choses. Et Zira les observe avec un petit sourire gêné, exactement de la même façon dont un homme pourrait observer un animal dans un zoo faire la même chose. Mais Zira peut tout de même compter sur le soutien de son fiancé Cornelius, un chimpanzé qui prône une théorie selon laquelle le singe pourrait descendre d'une forme sous-évoluée de l'homme. En revanche, quand sa future femme lui présente l'homme intelligent, il refuse d'y croire malgré l'éclatante vérité, car cela remettrait en question toute l'histoire des singes.
une remise en question qui sera au centre de l'intrigue avec Zaius. Ici, Cornelius est une référence évidente à Darwin et à sa théorie de l'évolution selon laquelle l'homme descendrait du singe. Sauf que Darwin était moqué pour ce qui semblait être des propos absurdes, tandis qu'ici, Cornelius est surtout réduit au silence par Zaius. Taylor pourrait remettre en question la suprématie des singes. Le spectateur peut donc déjà comprendre que la place de la religion chez les singes est semblable à celle des hommes. Il y a une véritable incompatibilité entre la religion et la science. Et ce point est important, car Zaius, en tant que représentant à la fois de la science et de la religion des singes, est à lui tout seul contradictoire, et on comprendra plus tard que tout ça n'est qu'une vaste mascarade. Et c'est après une tentative de fuite de la part de Taylor que celui-ci retrouve l'usage de la parole, déclenchant un sacré remue-ménage au sein du village. Taylor! Pourquoi t'es-tu enfui? Sûreté nationale. Je suis responsable de cet Plus homme. maintenant, madame. Il est entre les mains du ministère de la Science. Je t'interdis de mettre tes pattes sur moi! On assiste plus tard à un monologue très important de Taylor pour Nova. Sachant que cette dernière est plus un animal qu'un homme avec un grand H, il lui demande si elle peut aimer. Je me demande si tu m'aimes. D'ailleurs, est-ce que tu peux aimer? Et cette question, qui semble d'abord anodine, est en réalité celle que se posent de nombreux scientifiques depuis longtemps. L'animal peut-il aimer? A-t-il des sentiments? Ce que Nova montre à plusieurs reprises dans le film à sa manière, démontrant ainsi une fois de plus l'absurdité d'expériences pour en savoir plus sur les sentiments des animaux. Après quelques semaines de détention, Zira et Cornelius parviennent à obtenir un jugement. Malheureusement, ils se retrouvent confrontés aux orang-outans qui décident que Taylor n'est pas un humain évolué mais plutôt une sorte de mutant. Pendant le jugement, la question est posée de savoir si Taylor peut être jugé de la même façon que les singes. Et ce passage me fait penser au film Le procès du chien, sorti cette année, dans lequel un chien qui a mordu une femme doit être jugé. Mais peut-on juger un chien avec la loi des hommes? Pour le savoir, son avocate va tenter de montrer au monde que le chien est un animal intelligent, qui a des sentiments. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Taylor doit prouver son intelligence, mais les trois orang-outans face à lui ne veulent pas entendre la vérité, car ils savent très bien que cela remettrait une fois de plus toute leur histoire et leur connaissance en question. On a même droit à une très belle référence aux trois singes de la sagesse, un symbole de l'Est asiatique qui montre trois singes se couvrant chacun une partie différente du visage. Ne pas voir le mal, ne pas entendre le mal, ne pas dire le mal. On dit qu'à celui qui suivrait cette maxime, il n'arriverait que du bien, et c'est exactement l'effet recherché par les trois singes. Taylor représente le mal pour la communauté simiesque. Zaius, qui semble toujours en savoir plus qu'il ne veut bien le faire croire, explique à son prisonnier que s'il lui dit la vérité, s'il lui dévoile où se cachent les autres humains intelligents, alors il acceptera de ne pas le faire passer par diverses expériences atroces. Dans cette scène, on comprend alors que Zaius sait que Taylor n'est pas un mutant, mais il est prêt à tout pour faire en sorte que personne ne le sache. Il se vante même de parler de la vraie science, alors que lui-même, ministre des sciences, souhaite cacher la vérité. Mais Taylor insiste sur le fait qu'il vient d'une autre planète, ce que le vieux singe refuse de croire. Dans la nuit, Zira et Cornelius, avec l'aide de leur neveu Lucius, parviennent à libérer Taylor et Nova et partent en expédition vers la zone interdite, une terre désolée où Cornelius affirme avoir découvert les éléments qui approuvent sa théorie de l'évolution. Mais sur place, ils sont vite rattrapés par Zaius et une équipe de gorilles. C'est l'astronaute humain qui parvient à les sortir de cette mauvaise passe en prenant le vieil orang-outan en otage. Ils partent donc découvrir les restes de cette ancienne civilisation et découvrent que Cornelius avait bien raison. Grotesque, vous dites n'importe quoi. Moi aussi, je peux étudier ces objets, mais je le ferai d'une façon très différente. Et il est certain que j'arriverai à des conclusions très différentes des vôtres. De toute façon, ce seraient des hypothèses, non des preuves. Vient alors un discours entre Zaius et Taylor très intéressant. Répondez à ma question. Si l'homme nous était supérieur, pourquoi est-il devenu ce qu'il est? Ici, Zaius, qui cherche encore à réfuter les preuves pourtant évidentes de Cornelius, pose une dernière question très significative. Taylor trouvera toutes sortes d'excuses pour expliquer la disparition des hommes du passé. Il est possible que la civilisation humaine ait été détruite par une catastrophe naturelle. Une pluie de météores, par exemple. Le paysage chaotique de cette région le prouverait. Une dernière preuve, s'il en faut, de l'arrogance de l'être humain. Par la suite, Taylor parvient à obtenir un cheval et des vivres afin de fuir les singes. Zaius le laisse partir, prétextant le fait que l'homme pourrait ne pas aimer ce qu'il trouvera au bout du chemin. Taylor continue donc sa route à cheval, puis s'arrête devant un monument à moitié détruit et enseveli dans le sable, et s'apprête à nous montrer l'une des scènes les plus iconiques du cinéma. C'est pas vrai. C'est pas possible.
2000 ans plus tard, nous étions revenus sur la Terre. Ce monde de cauchemar, c'est la Terre. Les criminels! Ils les ont fait sauter leurs bombes. Oh, les fous! Je vous hais! Soyez maudits jusqu'à la fin des siècles! La statue de la liberté. Il comprend alors qu'il est revenu sur Terre et que les hommes l'ont eux-mêmes détruite. S'ensuit alors le générique de fin. Et il est super intéressant de constater que le cauchemar se poursuit ici aussi. Le spectateur vient d'assister à la disparition de la société des hommes. Il est sous le choc de cette révélation, et normalement à ce moment-là, tout le film lui retraverse l'esprit pour comprendre ses enjeux. Et au lieu de nous laisser réfléchir tranquillement autour d'une boisson chaude et réconfortante, le film nous laisse sur un générique sans musique, avec comme seul bruit le violent son des vagues qui viennent se heurter à la roche. Vous l'aurez donc compris, La planète des singes est un film d'anticipation très important car il met en scène différents défauts de l'humanité. Repensez au plantage de drapeau du début du film. C'est ironique puisque Dodge déclare que ces terres appartiennent à l'Amérique, alors qu'il est en Amérique. L'homme est égocentrique, arrogant et, plus que tout, il a une volonté de tout contrôler sans même penser au fait qu'il n'est lui-même qu'un animal. Et ce qu'il y a de fort avec ce film, c'est le fait que ses messages demeurent très contemporains. La violence envers les animaux continue, que ce soit pour comprendre leur fonctionnement ou pour faire des tests sur eux, qu'ils soient pharmaceutiques ou cosmétiques. Il remet aussi en question la place de l'animal dans notre monde. Prenez la scène de chasse au début. Si vous regardez bien, vous constaterez que les singes ne mangent pas les humains et ils n'ont même pas l'air de prendre leur peau. Ce qui signifie que cette scène de chasse à l'homme n'a même pas pour but de les nourrir, mais simplement de tuer pour le plaisir. C'est un safari. Et le film cherche à nous mettre à la place des animaux, à nous faire comprendre ce que c'est que d'être mis en cage. Mais les singes ne sont en réalité qu'un reflet de l'humanité. On y perçoit également les mêmes faiblesses, et ce, au travers des différentes races de singes. En effet, vous aurez peut-être constaté que nous pouvons voir des orang-outans, des gorilles et des chimpanzés. Ici, les orang-outans se veulent représentatifs du savoir et de la sagesse, chose démentie par Zaius lui-même, qui est un être calculateur, menteur et profondément mauvais. Les gorilles représentent la force brute, ce sont les soldats. On ne leur demande pas de réfléchir, juste d'agir. Et enfin, il y a les chimpanzés. Ils représentent le peuple, la bonté et aussi la bienveillance des singes. Et bien que les orang-outans et les gorilles montrent les pires facettes de l'humanité, les chimpanzés, eux, montrent le bon qui existe aussi chez l'homme. Zaius ne veut pas que les singes se rapprochent de leur histoire car il ne veut pas qu'ils commettent les mêmes erreurs que les humains. Et pourtant, il suit malgré lui le même schéma, risquant de mener à la destruction de leur propre société. C'est le serpent qui se mord la queue, c'est un éternel cycle de destruction et de création. Pour finir, je dirais que La planète des singes est troublant à plus d'un titre, puisqu'il met l'homme face à ses propres défauts, et non content de détruire l'histoire humaine, le film nous fait régresser et nous ramène à ce que nous étions bien avant la création d'inventions comme la voiture, l'avion ou encore la télévision. Et cela nous permet de nous poser de nombreuses questions quant à la direction que prend l'humanité actuellement, que ce soit avec le développement dangereusement rapide de l'intelligence artificielle, ou encore les guerres, qui vont jusqu'à remettre en avant une peur qui date pourtant de plus d'une 60aine d'années, celle du nucléaire. Le film nous invite donc à la réflexion et finalement nous pose une importante question. Que sommes-nous? Des créatures créatrices ou destructrices? C'était le petit Méliès et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à vous abonner et à bientôt pour une prochaine vidéo.